Bonjour Veerle. Bonjour Jacques, welkom allemaal. Au programme pour nous aujourd'hui un bilan de l'action syndicale à la FGTB entre 2010 et 2014. Et c'est le dernier bilan que pourra faire Anne de Meulen puisqu'elle va nous quitter bientôt. Il faut bien dire que ces années 2010-2014 n'auront pas été véritablement de tourpeau. À dire vrai, ça commence mal dès le début. Ja, de afgelopen jaren zijn er duizenden jobs verloren gegaan of werden bedreigd. Ik heb een klein lijstje gemaakt. Ford Genk, ArcelorMittal, Caterpillar, Saint-Gobain, Heinz, Gate Gourmet, AXA, Ingram Micro, Deleuze en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Tot op vandaag blijven we geconfronteerd met herstructureringen en sluitingen. Er heeft zich hier een enorme menigte verzameld van personeel, zowel van Ford Genk als van de toeleveranciers. Zij wilden een soort erehaag van de wanhoop vormen, waartussen de auto's van de Europese directie zich dan moesten doorwurmen. Maar het is anders gelopen. Geen auto's van de Europese directie, die is zelfs niet eens opgedaagd. De mededeling is gebeurd door de plaatselijke directie, die als het ware haar eigen doodsvonnis moest aankondigen. Want de huidige modellen, verouderde modellen, mogen nog een beetje voortgeproduceerd worden, maar dan is het gedaan. Eind 2013, begin 2014 is het gedaan. De productie van de nieuwe Mondeo-modellen, S-Max en Ford Galaxy, die gaat naar Valencia, naar een Spaanse fabriek. En dat is bijzonder hard aangekomen. Ja, Ruud de Leeuw, dat zijn natuurlijk harde beelden voor elke syndicalist. Ja, het begon bij Opel Antwerpen en het is niet stilgevallen de afgelopen 4 jaar. En mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, in concurrentie gebracht. Vestigingen worden gesloten zonder dikwijls objectieve redenen en terwijl er winst wordt gemaakt. En dat geeft angst en woede en onzekerheid. En dat beroert mij. En als je dan ziet dat er ondertussen aan die CEO's riante salarissen worden uitbetaald, bonussen worden uitbetaald en dat mensen van vandaag op morgen zonder werk en met een klein inkomen worden gesteld, ja, dan zeg ik, dat verdienen zij niet. Want zij brouwen het bier, zij bouwen de auto's en zij zijn het die ons vriendelijk bedienen aan de kassa. 413 travailleurs de Caterpillar à Gosselies ont effectué ce lundi leur dernière journée de travail. Ils sont les premiers à quitter l'entreprise. Le plan de restructuration prévoit à terme le départ de 1400 travailleurs, la plupart en pré-pension. Ludovic Delory et Michael Dans étaient sur place. Hassan en sera l'une des chevilles ouvrières. Entré chez Caterpillar en 1974, il vient de prester son dernier jour, mais demain, il sera à l'écoute de ses camarades. On va accompagner les gens qui sont entre 52 et 55 ans pour essayer quand même, pour certains, de trouver du travail s'ils le souhaitent, parce qu'ils sont obligés de passer par là. Alors, Anne de Meulen, il y a une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. Quand on voit des entreprises qui licencient ou qui réduisent leur personnel, qui restructurent, comme on dit gentiment dans ce cas-là, elles assurent que c'est parce qu'elles éprouvent des difficultés. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que des boîtes comme Caterpillar ou Arcelor avaient de réelles difficultés? Je peux vous dire que ce sont tout d'abord les travailleurs qui sont en grande difficulté. Quand on a son emploi menacé, je peux vous dire qu'on vit mal la situation, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ces entreprises font partie de groupes. Et ces groupes ne se portent pas si mal que ça. La preuve, c'est que Caterpillar, grâce aux intérêts notionnels, eh bien, a quand même économisé beaucoup, et notamment en termes de fiscalité. Et si on prend le cas d'ArcelorMittal, qui lui aussi fait partie d'un groupe important, il continue à donner des dividendes aux actionnaires. Donc, c'est que leur santé financière n'est pas si... se porte aussi mal que cela. Mais heureusement, grâce à l'action syndicale, vous savez, chez ArcelorMittal, il y avait 1300 personnes, 1300 travailleurs menacés. À ce stade-ci, on sait qu'il y en a encore 260 concernés. Donc, autant vous dire que la solidarité entre les travailleurs et la mobilisation paye. 比利时梅政府搬家，因政党间无法达成共识，比利时无联邦政府的状况已长达15个月。现在由权力有限的临时政府当家。欧洲这一年深陷经济危机，几乎无一国能幸免。Om middernacht kwam een symbolische delegatie van 2 Iraki's de beker van het wereldrecord overhandigen. Enkele Gentenaars organiseerden een groot volksfeest en met succes, want zo'n 10.000 mensen kwamen daarvoor naar de Vlasmarkt in Gent.
Ja, 541 dagen heeft België moeten wachten op een nieuwe regering. En dat maakte van ons land meteen een curiosum, in het buitenland natuurlijk. Dat had ook gevolgen voor de sociale gesprekspartners, dat is evident. Hoe kijkt u eigenlijk terug op die periode? Ja, 541 dagen ging de politiek in staking. Ik zie het ons als vakbond nog niet doen. Maar het was wel een werkelijkheid. En ondertussen heeft het sociaal overleg verder gewerkt. Hebben wij in de bedrijven, zowel als op het topniveau, zijn we blijven overleggen. Hebben we de economie doen draaien en laten draaien. Maar wat mij dan vooral schokte, dat was dat de topman van het VBO, Thomas Leijzen, van die crisis gebruik maakte om België te beschrijven als het Griekenland aan de Noordzee. Gewoon weg om van de politieke impasse een hefboom te maken, waardoor de werkgevers opnieuw hun rechtsprogramma zouden kunnen realiseren met nog meer voordelen op fiscaal vlak, met nog meer looninlevering en met nog meer blinde bezuinigingen. Dat was erover voor mij en voor het ABVV. Oui, cette crise n'est pas seulement politique, c'est aussi une crise économique dont on oublie souvent qu'elle est née en réalité d'une crise bancaire. Ce sont les banques qui ont eu des difficultés, les États ont dû leur prêter de l'argent, du coup ils se sont appauvris et du coup ils imposent des politiques d'austérité. Oui, et les États ont eu moins de moyens pour financer les services publics, pour financer les systèmes de sécurité sociale. Et bien entendu, ce sont les travailleurs qui en ont subi aussi toutes les conséquences. Et pas seulement dans le sud de l'Europe. Là, on sait évidemment que ça a été malheureusement bien pire pour eux, mais aussi partout en Europe. Heureusement, les actions syndicales ont fait que nous avons pu montrer très clairement notre hostilité à ces mesures d'austérité, parce que nous avons toujours dit que l'austérité, au lieu de résoudre les problèmes et d'apporter des solutions, aggrave la situation. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder les taux de croissance, ils n'ont jamais été aussi bas en Europe. Donc on voit évidemment l'effet désastreux des systèmes d'austérité. Il faut bien dire que cette théorie-là n'a pas plu à tout le monde. Et si les travailleurs n'avaient pas besoin d'une oligarchie syndicale subventionnée pour vivre mieux? Et si la prospérité ne pouvait venir que de l'action d'individus libres et responsables, et non de la planification d'une classe politique compliquant le travail et les échanges? Et si cette crise n'était pas une crise du capitalisme libéral, mais une crise du capitalisme de copinage, conséquence mécanique de l'interventionnisme d'État? Et si les grandes banques n'étaient justement pas des entreprises privées, soumises aux règles du marché libre, mais des cartels soutenus sans limite par l'État et la Banque centrale? Et si la Banque centrale n'était qu'une immense machine à transférer discrètement, par l'inflation, les ressources des pauvres et des classes moyennes vers les États surendettés et vers les grandes banques? Et si en sacrifiant notre liberté et notre propriété au profit de l'État, nous n'avions rien gagné en sécurité ou en fraternité? Non, je ne changerai pas de cap. Voilà en substance le message de Angela Merkel, poussé même en Allemagne à ne pas rester arc-bouté sur l'austérité. L'opposition, surfant sur la victoire de François Hollande, outre-Rhin, réclame une politique allant dans le sens de la croissance. Le président français plaide pour une renégociation du traité européen de discipline budgétaire. La croissance basée sur les crédits nous ramènera juste au début de la crise et c'est pour cela que nous ne devons pas le faire. Bonsoir à tous. On connaît la guerre des chiffres. Ils étaient 100 000 selon les syndicats, 56 000 selon les forces de l'ordre à défiler dans les rues de Bruxelles. Ils ont répondu à l'appel lancé par les syndicats européens pour crier leur colère face aux mesures d'austérité prônées par les gouvernements européens. Met duizenden schoven ze uren aan tot in de Biljartstraat, het hart van Europa in Brussel. Veel Belgen uiteraard, maar ook sterke buitenlandse delegaties. Fransen, Duitsers, Oost-Europeanen. Ook al waren er tegelijk betogingen in nog 12 Europese steden. Een message très bon pour vous. Une économie plus juste, une Europe plus humaine. Gewoon verarming, verrechtsing, uitkleding van het sociale stelsel, lagere uitkeringen en kortere uitkeringen. Nou ja.
Dans tous ces moments de crise, il est évidemment très important que les organisations syndicales fonctionnent, qu'elles soient en ordre de bataille, comme on dit quelquefois joliment. Et justement, Anne de Meulen, 2012, c'est l'année des élections sociales. Oui, et des élections sociales qui sont toujours très importantes, d'une part parce qu'elles permettent de renforcer la présence syndicale dans les entreprises, et d'autre part parce que c'est un moment aussi de démocratie sociale où, par exemple, on peut réaffirmer la place des femmes dans l'action syndicale ou des jeunes dans l'action syndicale. Snoep, spel en een gezellige familiedag met zakken informatie voor de vakbondskandidaten. Ik merk dat mensen van mijn generatie niet altijd weten wat hun rechten zijn en ik vind dat toch wel heel belangrijk. Where work pressure gets too high. Where safety is at risk. Where purchasing power is in decline. That's where they come in. The delegates. Each day they fight for your rights. You're their strength. Vote for them. Social elections, coming soon to your company. De automatische indexering krijgt van de kant van het patronaat en van verschillende nationale en internationale instanties fameus wat tegenwind. Dat was 4 jaar geleden zo en dat is eigenlijk nu nog steeds zo. De boodschap aan Europa is duidelijk. Handen af van onze index en ook van onze sociale zekerheid, onze pensioenen, onze gezondheidszorg. En we willen eerlijke belastingen om goede openbare diensten te hebben. Ja, Rudy de Leeuw, u heeft een treffend beeld om het belang van index en koopkracht te illustreren. Wat is dat? Ja, absoluut. Eerst en vooral, onze index beschermt onze koopkracht. Het is maar een thermometer die de prijsstijgingen meet. Maar de index is voor onze economie werkelijk een driedubbele A. Een A, A, A. Zoals men op een bepaald moment de banken A's of B's gaf en op de lange duur na de crisis was er geen A meer. Maar de index is voor de economie A, A, A. Een echte rating, het is de olie die de motor draaiende houdt. En ja, om een beeld te gebruiken, de middenstand klaagt erover bijvoorbeeld dat aan de kust nu dat 2 kinderen 1 ijsje moeten delen. Wel, daarover gaat het. De middenstand en de KMO's zouden moeten weten dat de economie draait van de omzet, van de consumptie van de gewone mensen. En dus wij zeggen, het is niet 1 ijsje voor 2 kinderen, maar werkelijk ieder kind heeft recht op 2 bollen ijs. En dus dat is wat we moeten bereiken. De consumenten, de werknemers voldoende koopkracht geven, voldoende in hun portemonnee geven, opdat zij op het einde van de maand zouden rondkomen en onze economie draaiende zou kunnen houden. En het is niet de financiële resultaten van de onderneming hangen werkelijk af van de omzet en van de koopkracht van de mensen. Op die manier kunnen wij de economie draaiende houden en is het ook sociaal veel rechtvaardiger. De acties van het ABVV hebben wel degelijk resultaat. De automatische indexering, daar werd niet aan geraakt. Et il n'y a pas eu que sur l'index que les organisations syndicales se sont battues. La FGTB notamment a manifesté aussi pour défendre les pensions, pour défendre les soins de santé, pour garder la sécurité sur les indemnités de chômage et même sur le prix de l'électricité. Oui, nous avons dû effectivement nous mobiliser beaucoup. Les enjeux étaient extrêmement importants et je dois dire que nous nous mobilisons pour faire avancer nos revendications. Et c'est aussi grâce à nos militants
Et je voudrais d'ailleurs les remercier parce qu'ils ont toujours répondu massivement à nos appels à la mobilisation, mais c'est grâce à eux, aux affiliés, que nous parvenons à un moment donné à faire en sorte de peser sur les décisions qui sont prises. Par exemple, l'action Electracash que nous avons dû mener à un moment donné parce que les prix de l'énergie étaient en train de décoller, eh bien nous l'avons fait. Nous avons demandé une diminution de la TVA sur les prix de l'électricité. Ça a eu un impact sur la facture, bien entendu, et ça a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, des allocataires sociaux. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi bien. C'est l'influence des prix des produits énergétiques sur l'inflation en Belgique. Heureusement, nous avons l'index qui accompagne les augmentations du coût de la vie. Mais l'index, camarades, est remis aujourd'hui en question par la droite européenne. Ils ne veulent pas que les travailleurs aient des salaires convenables. Ils veulent modérer leurs salaires. Ils veulent toucher à notre index. Ils veulent diminuer nos pensions. Ça, camarades, c'est non et non. Wat er op het spel staat enorm is op het vlak van onze sociale zekerheid, op het vlak van onze loonvorming, op het vlak van onze pensioenen, op het vlak van onze openbare diensten. Dus dat is zo fundamenteel dat een duidelijk signaal wel nodig was. En we hebben de felicitaties van de Europese vakbonden wel gekregen. Ja. Et là, Anne de Melen, au moment où on devrait commencer à discuter sur un accord interprofessionnel 2013-2014, tout à coup tout s'arrête, le gouvernement impose un gel des salaires. Oui, et il est clair que la FGTB ne peut pas rester autour de la table de négociation quand on nous confisque ce qui est le cœur même des négociations interprofessionnelles dans le cadre d'un AIP. N'oublions pas que le gel des salaires, c'est 0% d'augmentation de salaire. Ça veut dire que c'est une mesure d'austérité et nous combattons l'austérité parce qu'elle est injuste socialement et c'est une erreur économique. Donc nous continuons à considérer que les salaires sont le moteur de l'économie et que nous devons pouvoir garder notre liberté de négociation, que ce soit au niveau interprofessionnel, mais aussi dans les secteurs et dans les entreprises. Il y a eu d'autres négociations complexes, difficiles pendant cette période, et peut-être la plus difficile de toutes, celle qui a porté sur la fameuse harmonisation des statuts entre les ouvriers et les employés, ce qu'on appelle quelquefois le BHV de la concertation sociale. N'est-ce pas, Rudy Delisle? Ja, Jacques, het was echt een knelpunt, een keerpunt, dat dossier arbeidersbedienden. Een ommekeer in de sociale bescherming van de werknemers in dit land en de discriminatie van de arbeiders op het vlak van opzegtermijn en karensdag moest weggewerkt worden. Ja, en het is ook maar mogelijk geweest door een solidariteit van de bedienden. We hebben aan een harmonisatie naar boven gewerkt, maar er was ook een solidariteit van de bedienden nodig om die discriminatie van de arbeiders weg te werken. Oui, c'est vrai que c'est un dossier aussi particulièrement sensible, mais difficile. Hein. On a mis des années pour pouvoir commencer à négocier sur l'harmonisation vers le haut des statuts ouvriers employés. D'ailleurs, on a passé pas mal de nuits blanches à négocier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour nous, c'est important et c'est aussi une question de justice sociale, cette harmonisation vers le haut. D'ailleurs, le dossier n'est pas terminé. Nee, het is absoluut niet gedaan. Wij hebben ook een klacht ingediend ten voordele van de bouwvakkers die nog altijd gediscrimineerd blijven op het vlak van de opzegtermijnen. En we hebben goede kans om dat te winnen. En dus die discriminatie moet weggewerkt worden voor de bouwvakkers. Maar ook het jaarlijks vakantiegeld voor de bedienden moet geharmoniseerd worden richting het vakantiegeld van de arbeiders. Ook daar willen we aan werken. L'harmonisation du statut ouvrier-employé, harmonisation à la hausse pour les syndicats. C'est payable ça, Vincent Rutter? Non, ce n'est pas payable. Ça ajouterait encore aux charges du travail, bien entendu. Le coût du travail en Belgique, il est ce que tout le monde sait, à savoir qu'il est trop élevé. Je précise toujours, on ne parle pas du salaire net
de travailleurs qui ne se compare pas tellement avantageusement, ou qui n'est pas supérieur en tout cas à ce qu'on peut trouver comme moyenne en Europe. Mais ça ajouterait encore aux charges des employeurs, bien entendu. Ja, Rudy de Leeuw, volgens de werkgevers is een harmonisatie van de statuten naar boven toe onbetaalbaar en zal het de competitiviteit van de bedrijven in het gedrang brengen. De redenering is dan dat die harmonisering naar boven toe de loonkost alleen maar zal doen toenemen. Maar natuurlijk, die competitiviteit hangt niet alleen af van de loonkost. Nee, want dat is het enige verhaal dat de werkgevers kennen, de lonen. Maar wij zeggen, als je echt concurrentieel wil zijn, dan moet je 2 ambities hebben. Ten eerste, je moet verder uitvoeren dan de 1500 kilometer rond de grote markt van Brussel. En ten tweede, je moet kwaliteitsvolle producten met meer innovatie op de markt brengen. Je moet dus kwaliteit in de producten en in de diensten steken, zodanig dat je ook kunt uitvoeren naar die nieuwe markten. En het is niet normaal dus dat we maar 2% naar China uitvoeren, dat zo'n grote afzetmarkt is. Dat is de uitdaging voor de Belgische ondernemingen. Ja, al deze problemen maken onderdeel uit van de analyse van het ABVV met behulp van de Sociaal-Economische Barometer. We hebben het gevraagd aan de directrice van de studiedienst, Estelle Keulemans. Le baromètre socio-économique de la FGTB a été créé en 2010. Il est le fruit d'un travail d'équipe au sein des services d'études de la FGTB. Son objectif est de mettre à disposition de tous des statistiques pertinentes, actualisées, afin que tout le monde se les approprie et puisse effectivement diffuser autour de soi, notamment nos délégués, des informations qui soient à contre-courant de la pensée dominante à laquelle on est confronté au jour d'aujourd'hui. Pensée dominante qui nous dit de plus en plus que les effets de la crise sont là et que plus les travailleurs souffriront, plus notre pouvoir d'achat sera comprimé, plus les services publics seront réduits, mieux ça ira pour l'économie. Eh bien, au contraire, le baromètre socio-économique de la FGTB met en avant le fait qu'au jour d'aujourd'hui, il faut au contraire prendre et mettre sur place de nouvelles dispositions et de nouvelles solutions. Oui, Anne, est-ce que ce baromètre socio-économique de la FGTB montre particulièrement bien aussi c'est cette chose absolument insupportable qu'est le dumping social en Europe? Oui, et la FGTB d'ailleurs mène un combat permanent contre cette mise en concurrence des travailleurs entre eux, donc ce dumping social dont vous parlez, parce qu'il y a une mise en concurrence soit des travailleurs qui travaillent dans des pays émergents et dont les salaires sont particulièrement bas, soit il y a une mise en concurrence avec des travailleurs qui sont détachés et qui viennent travailler en Belgique pour des salaires vraiment en dessous de tout. Si je prends l'exemple du transport, du secteur du transport, eh bien, il y a des chauffeurs qui travaillent pour 3 € de l'heure, donc 500 € par mois. C'est totalement indigne. Et quelle alternative une organisation syndicale peut-elle proposer? Des solutions, il y en a, des alternatives, il y en a. Par exemple, le fait d'installer, de mettre en place un salaire minimum interprofessionnel. Vous savez ce qui se passe en Allemagne avec le fait qu'ils ont généralisé le salaire minimum interprofessionnel? Eh bien, ce n'est pas venu par hasard. C'est aussi grâce à l'action syndicale, aux actions syndicales que nous menons un peu partout en Europe. Il y a aussi le fait de contrôler davantage si les barèmes sont respectés, si les salaires que l'on donne à ces travailleurs détachés correspondent bien aux barèmes en vigueur. Donc il y a des alternatives. Bon, donc à vous entendre, on voit bien que la FGTB a pris position très très clairement sur le chapitre des salaires. Mais vous avez mené d'autres combats aussi. Oui, bien sûr, notamment en matière de santé, de sécurité au travail. Vous savez, on constate dans les entreprises qu'il y a de plus en plus de stress, de plus en plus de conditions de travail pénibles. Et en fait, nous avons souhaité mener des enquêtes auprès des travailleurs pour voir où on en était par rapport à la santé et la sécurité au travail. Et on s'est rendu compte que 74%, donc 3/4 des travailleurs, ne souhaitent pas connaître de tels rythmes de travail pénibles jusqu'à leur pension. Terwijl de werkloosheid torenhoog is, blijft men hameren op de verlenging van de loopbanen. Tegelijkertijd moeten onze gepensioneerden het stellen met zeer lage wettelijke pensioenen.
Donc tout d'abord, il faut rappeler que le niveau de pension en Belgique est le plus bas d'Europe, après l'Irlande. On a un pensionné sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, un pensionné sur 4 qui vit en risque de pauvreté. Un des éléments qui explique cela, c'est qu'en Belgique, nous avons les conditions de carrière les plus strictes d'Europe pour avoir une pension complète. Il faut 45 années de carrière pour avoir une pension complète en Belgique. Ce qui explique que si vous travaillez moins de 45 ans, vous êtes déjà directement sanctionné. Vouloir allonger les carrières, la durée des carrières, ou vouloir allonger l'âge légal de la pension est une folie au niveau économique. Parce que, d'une part, avec le taux de chômage que nous connaissons, vouloir encore allonger la carrière de ceux qui ont un emploi, évidemment, est un frein supplémentaire pour l'entrée sur le marché de l'emploi des jeunes et des chômeurs. Mais aussi une folie au niveau économique parce que allonger la carrière en décourageant les prépensions ou les pensions anticipées amène une augmentation mécanique du nombre de chômeurs âgés et du nombre d'invalides. Donc le gagnant là-dedans est l'employeur qui économise les compléments de prépension alors que les invalides et les chômeurs sont payés par la sécurité sociale. Vouloir allonger les carrières, c'est aussi une folie d'un point de vue social. D'abord parce qu'il faut rappeler que l'espérance de vie, contrairement à ce qu'on dit, l'espérance de vie en Belgique est en diminution. Si on prend les chiffres de Bruxelles 2013 par rapport à 2012, on vit 6 mois de moins. Donc on est repassé en dessous de la barre des 80 ans à Bruxelles. Et puis surtout l'espérance de vie en bonne santé. On est à une moyenne de 63 ans en Belgique, mais avec des différences en fonction du statut social très très élevées. Donc un travailleur émanant d'un statut social plus faible vivra bien moins longtemps qu'un travailleur plus riche. Pour la FGTB, les balises sont très claires. On n'allongera pas la durée des carrières, on ne touchera pas l'âge légal de la pension, que du contraire, nous proposons de revenir à de vraies prépensions qui tiennent compte de la pénibilité et qui permettent d'engager des jeunes. On ne touchera pas et on ne laissera pas toucher au niveau de pension des statutaires de la fonction publique. À cet égard, ce que la FGTB demande et exige, c'est d'obtenir un relèvement du calcul de la pension de 60 à 75% pour tous les travailleurs, ce qui amènerait une augmentation d'environ 200 € pour une pension moyenne. Deuxième chose, on demande de relever le niveau de la pension minimale à hauteur du salaire minimum, environ 1 500 € brut. Et troisième chose, on demande de relever le plafond de calcul d'une pension légale à hauteur du plafond pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire environ 55 000 €. Avec près de 1500 militants, le syndicat socialiste a rappelé ses revendications en matière de pension contre l'allongement de la durée des carrières et pour une augmentation financière des pensions les plus basses. Als ik dan kijk naar de grootte van de pensioenen in België, dan zitten wij niet in de kopgroep van Europa. Absoluut niet. Zelfs niet de pensioenen van de openbare dienst. Wat nu voor ligt is dat de mensen langer gaan moeten werken, dat ze een langere carrière moeten gaan hebben en dat op het einde van de rit hun pensioen nog lager zal zijn. Les allocations de chômage non plus ne sont pas un luxe, c'est un autre combat syndical avec la dégressivité des allocations, avec les exclusions. On en attend 50 000 à partir de 2015 qui vont toutes ramener les malheureux du côté des CPAS qui craignent déjà un véritable tsunami social. La FGTB a aussi son mot à dire. Na de bankencrisis en door het regeerakkoord van de vorige regering heeft men een aantal liberale forsingen zien gebeuren wat betreft diezelfde werkloosheidsuitkeringen. Dat zijn 2 dingen. Ten eerste de degressiviteit, dat is een moeilijk woord. Dat wil zeggen dat de mensen die werkloos worden hun uitkering rapper zien verminderen dan vroeger. En zien verminderen tot een minimum, een forfait. Dat onder de armoededrempel zit. De gevolgen van die hervorming zijn nog niet volledig op kruissnelheid, maar het is duidelijk dat de armoede daardoor zal stijgen in België. En het tweede is dat men een precedent geschapen heeft wat betreft de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen door voor schoolverlaters te zeggen dat ze na 3 jaar wachtuitkering hun uitkering verliezen. En dat zou tot gevolg hebben dat een 60.000 mensen bedreigd worden met uitsluiting op 1 januari 2015 nu. Iets waar wij altijd ons tegen verzet hebben en zullen blijven tegen verzetten.
maar waar we tegelijkertijd ook alles op alles zullen zetten om zoveel mogelijk jongeren een oplossing te kunnen aanbieden. Barbara Augelot vient d'entamer un module de guidance socio-professionnelle. Jusqu'à présent, elle n'a fait que des boulots à mi-temps et à temps partiel. Insuffisant. Elle va donc subir de plein fouet la mesure de dégressivité des allocations de chômage. Et elle a fait ses calculs, elle devrait perdre plus de la moitié de son allocation. Ça fait mal, c'est la colère, j'ai de la colère. Parce qu'on doit faire attention à tout. Avant de dépenser, même si ce n'est qu'1 euro, on doit faire attention. Quand vous êtes au chômage, on vous traite de pourri, qu'on profite du système, alors que je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, il y a des gens qui veulent travailler, mais s'il n'y a pas de travail, que voulez-vous faire ? Een van de onrechtvaardigheden in het huidige systeem is dat arbeid veel zwaarder belast wordt dan inkomen uit kapitaal. Het totale plaatje van de fiscale inkomsten toont aan dat 53,9% komt uit arbeidsinkomen en slechts 7,3% uit vermogen. België is op dat vlak quasi een belastingsparadijs. Het zijn de 10% rijksten die de vruchten van deze zeer voordelige fiscaliteit op zak steken. Alors Anne de Meulen, on vous a souvent entendu dire la Belgique est un enfer fiscal et pas comme le disent d'autres un paradis fiscal. Ou alors si c'est un paradis fiscal, ce serait seulement pour les très riches. Oui, vous avez raison. Mais il reste encore beaucoup à faire pour une fiscalité juste, pour taxer mieux. Nous avons 4 revendications au niveau de la FGTB. Tout d'abord, ce que nous voulons, c'est de la transparence. Parce qu'on connaît évidemment les salaires, on connaît ce que les travailleurs gagnent, mais on connaît très peu sur les revenus du capital, en fin de compte, il n'y a toujours pas de cadastre des fortunes en Belgique. Deuxièmement, ce que nous voulons, c'est que l'on taxe globalement l'ensemble des revenus, ne pas les traiter séparément. Et ça c'est notre 3e point, il faut que ce soit progressif, c'est-à-dire plus vous avez de revenus, eh bien plus vous contribuez. Et ensuite, et ça c'est notre 4e point, c'est en ce qui concerne les cadeaux fiscaux aux entreprises. On a parlé tout à l'heure des intérêts notionnels, mais ce que nous voulons, c'est que l'on conditionne ces cadeaux fiscaux pour que ça puisse se concrétiser en matière d'emploi, qu'il puisse y avoir un retour pour les travailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Nettoyer l'impôt sur le revenu pour éviter qu'il y ait 20% de rendement qui partent en avantages fiscaux, essentiellement dans la moitié supérieure de la redistribution, cela, on peut parfaitement le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un accord européen pour ça. Imposer autrement la fiscalité de l'épargne en Belgique, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que l'environnement international, là, a quand même beaucoup changé et qu'on parle énormément d'échanges d'informations automatiques avec les pays tiers, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un contexte où l'épargnant contournerait les règles belges pour aller s'abriter ailleurs, il est dans un contexte où il peut être rattrapé ailleurs par l'échange d'informations. Et ça, c'est fondamentalement différent et je crois que ça redonne des marges de manœuvre à la Belgique. Et là-dessus, vos actions et la mobilisation que vous avez organisée a donné des résultats. Il y a eu pas mal de ralliements à la FGTB. Oui, vous savez, là aussi, nos mobilisations ont porté leurs fruits, puisque la fiscalité est désormais à l'agenda des débats politiques. En somme, ce que vous dites, c'est qu'il faut revoir la fiscalité en Belgique pour qu'on arrête de faire des cadeaux aux riches. C'est ça ? Absolument. Niet toevallig trok de betoging langs de statige herenhuizen en boulevards van Elsene en Ukkel. Daar wonen naar verluidt behoorlijk wat buitenlandse rijken. Bijvoorbeeld Bernard Arnault op de vlucht voor hogere belastingen in Frankrijk. Het ABVV wil dat veranderen. Elk ander Europees land doet dat, maar hier in België zijn dat schijnbaar de enigen die extra beschermd worden. Dat kan niet. Dat kan absoluut niet. Dat mag ook niet. Iedereen gelijk bijdragen naar zijn vermogen en we hebben geen enkel schuld niet meer. Ja, die rechtvaardigheid die wordt niet alleen op fiscaal vlak gevraagd, maar ook in verband met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De campagne voor loongelijkheid die vestigt eigenlijk de aandacht op het probleem van de loonkloof, de functieclassificaties, het glazen plafond, en die werpt zijn vruchten af. Ja, inderdaad, dat klopt. Die campagne heeft vruchten afgeworpen. Wij komen van een loonkloof 10 jaar geleden die 26% was. Nu is het verschil in de lonen tussen mannen en vrouwen nog slechts 21%. Natuurlijk,
Dat is een goede zaak, maar dat gaat veel te traag. Zo kunnen we nog 30 jaar campagne voeren en dat is veel te lang. 2, we hebben ook de wet op het loonbeleid kunnen wijzigen en we hebben een wet gekregen die zegt dat het loonbeleid in de ondernemingen, in de sectoren, niet meer discriminerend mag zijn tussen mannen en vrouwen. Dus de loonclassificaties moeten rechtvaardig gemaakt worden en bovendien moet het glazen plafond weggewerkt worden. Dus wij hebben nu daartoe een wet die maakt dat het loonbeleid niet meer discriminerend mag zijn. En het is zo, als vrouwen te weinig hebben verdiend tijdens hun carrière, dat ze dat nadien ook zullen geweten hebben als gepensioneerden. Onze gepensioneerden hebben al lage pensioenen, maar de toestand is nog slechter voor de vrouwen die tijdens hun carrière te weinig loon hebben ontvangen. Dus ik zou zeggen, de armoede onder gepensioneerden heeft een gelaat. Spijtig genoeg is dat het gelaat van een vrouw. Tant que votre femme gagnera 23% de moins, faudra se débrouiller. Supprimons ensemble l'écart salarial. Bien, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Nous avons maintenant une meilleure idée, je crois, des thèmes qui ont agité la FGTB au cours de ces dernières années, des combats qui ont été menés, des résultats qui ont été obtenus. Mais maintenant, peut-être, il faudrait jeter un petit coup d'œil sur l'avenir. Alors, Anne, peut-être d'abord, vous qui allez bientôt quitter la direction du syndicat, qu'est-ce qu'il vous semble qu'il devrait être fait dans les années qui viennent? Je pense qu'il y a 2 défis majeurs pour la FGTB. Tout d'abord, ce sera de consacrer une place beaucoup plus importante aux jeunes. Vous savez, il n'y a aucune justification à la précarité qu'ils connaissent à l'heure actuelle, que ce soit au niveau des contrats, des salaires, de leur entrée sur le marché de l'emploi, mais aussi d'accorder une plus grande place aux femmes. N'oublions pas que la moitié des affiliés à la FGTB sont des femmes. Et donc, on doit pouvoir dire qu'à la FGTB, les femmes ont aussi leur mot à dire. En Rudy, wat is voor u de uitdaging van de toekomst? De uitdaging van de toekomst voor de vakbonden en in het bijzonder voor het ABV, dat is de klimaatverandering. Wij moeten ons bewust zijn dat de klimaatverandering en de opwarming van de aarde een uitdaging is. Voor onze economie, die ten dienste van de mens moet staan. Voor een industrie die duurzaam moet zijn. Alleen op die manier zullen wij kansen hebben om er tewerkstelling te hebben in industrie en diensten. En dus die klimaatverandering in de hand houden, dat betekent dat wij ook in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor onszelf, gezonde lucht hebben, proper water en een aarde die niet opwarmt, zodanig dat we catastrofes kunnen vermijden. Oké, dank u wel. Je crois que le moment est venu de dire merci à Anne de Meulen et à Rudy Deleve d'avoir répondu à nos questions. En ook u bent bedankt om deze uitzending aandachtig te volgen.